Maintenant, M. Nicolas Bay qui nous parlera de l'Europe de Visegrad. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier notre ami et collègue Michal Maruzic pour l'initiative de cette réunion dans ce cadre magnifique, impressionnant et symbolique de ces mines de sel. Comme l'a rappelé tout à l'heure en préambule mon collègue Édouard Ferrand, malgré les innombrables guerres qui ont déchiré notre vieux continent, nos deux pays, la France et la Pologne, ne se sont jamais affrontés sur un champ de bataille. L'amitié qui lie nos deux peuples depuis les croisades, où ils combattirent pour la première fois côte à côte, ne s'est jamais démentie et il s'agit là d'un exemple unique en Europe. Nous pourrions parler pendant des heures de la longue et riche histoire des relations franco-polonaises, de Gallus Anonymus, ce Français qui écrivit au début du XIIIe siècle la première histoire de la Pologne à Marie Skłodowska-Curie, double prix Nobel, si je puis dire, que nous nous partageons et qui est né à Varsovie, repose aujourd'hui au Panthéon à Paris. Je pourrais vous parler de Jean II Casimir Wasa, qui est né ici à Cracovie et mourut en France après s'être retiré à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ou bien encore du grand Jean III Sobieski, qui sauva l'Europe en repoussant les Turcs, qui assiégeaient Vienne en 1683. Se souvient-on que ce grand chef de guerre eut le goût d'épouser une Française native de Nevers. Au siècle suivant, c'est un roi français qui épousa une Polonaise. Il s'agit bien sûr de Louis XV et la belle Marie Lesinska. Mais puisque nous sommes ici pour parler de politique et de notre avenir commun, je terminerai ce bref rappel historique par un souverain plus ancien que vous, Polonais, connaissez bien, Louis le Grand, qui, issu de la maison capétienne d'Anjou, fut à la fois roi de Pologne et de Hongrie. Ce Louis-là naquit en 1326 dans une petite ville fortifiée qui venait d'être choisie pour accueillir la cour des rois angevins de Hongrie. Une ville haute qui surplombe ce plus long fleuve d'Europe qu'est le Danube, une ville où, en 1335, la Pologne, la Hongrie et la Bohême conclurent une alliance que l'on voit se renouveler aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de Visegrad. C'est en effet dans cette ville hongroise de Visegrad qu'au lendemain de la chute du bloc soviétique, les chefs d'État et de gouvernement de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie ont choisi de se retrouver pour renouveler, pour reforger cette très ancienne alliance. Ces trois États allaient bientôt devenir quatre, avec la partition de la Tchécoslovaquie le 1er janvier 1993, d'où l'autre nom qui a été donné à ce groupe de Visegrad, le V4. Il s'agissait initialement pour vos pays de préparer l'intégration dans l'Union européenne, après la désintégration de l'Union soviétique. Et c'est ensemble que, pour le meilleur et pour le pire, vos pays entrèrent donc dans l'Union européenne par le traité d'Athènes, signé en 2003 et entré en vigueur de façon effective en 2004. Oui, je dis bien pour le meilleur et pour le pire, car il est évident que, comme nous au départ, vous avez d'abord pensé tirer profit, tirer de substantiels bénéfices de votre adhésion, à commencer d'ailleurs par les avantages financiers proposés par ce grand marché commun pour la mise à niveau de nos économies respectives. Mais très vite, vous avez entrevu le revers de la médaille. Mesdames et messieurs, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de refaire l'historique de ce colosse aux pieds d'argile qui est devenu l'Union européenne, et l'heure est, c'est vrai, aujourd'hui davantage au bilan. Notre élection en nombre au Parlement européen l'an dernier n'a fait que nous conforter dans la conviction que nous avions déjà depuis longtemps. L'Union européenne, cette Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, nous mène droit dans le mur. Loin de défendre nos peuples, comme elle le prétend, l'Union européenne travaille manifestement contre les intérêts de nos nations, dépossédées de la quasi-totalité des souverainetés, c'est-à-dire des libertés que leur garantissaient nos États. Les raisons, elles sont multiples. Il y a d'abord des raisons techniques, objectives, liées au fonctionnement même, au fonctionnement bureaucratique des technocrates de Bruxelles. Même lorsqu'ils sont compétents, ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas, ces technocrates ont une vision parcellaire, segmentée, secteur par secteur. Il leur manque la vision d'ensemble qui doit être celle des dirigeants politiques auxquels ils prétendent pourtant se substituer.
Mais il y a des raisons plus graves et profondes, des raisons qui sont idéologiques. L'Union européenne repose sur des dogmes qui sont intouchables, à commencer par le grand dogme de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Je comprends que les peuples qui ont vécu sous le joug soviétique aient pu rêver de la fin des frontières. Mais sans revenir sur les problématiques économiques qui ont été abondamment développées par les éminents orateurs qui m'ont précédé, il devient de plus en plus évident que l'abolition totale des frontières nous conduit droit dans le mur. Au détriment des intérêts vitaux de nos peuples, les eurocrates prétendent défendre une espèce de communauté de valeurs universelles, mais leurs valeurs, elles sont abstraites, elles sont désincarnées au service d'idéologies dangereuses et utopiques. Aujourd'hui, les intérêts les mieux défendus à Bruxelles, ce sont ceux des minorités dites LGBT et des multinationales américaines qui attendent avec d'ailleurs beaucoup d'impatience le traité de libre-échange transatlantique. Dans la mesure où les barrières douanières entre les États-Unis et l'Union européenne ont été pratiquement toutes supprimées ou considérablement abaissées, ces dernières années, les promoteurs du TTIP ont clairement annoncé que leur principal objectif, c'est désormais l'élimination totale des barrières non tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des réglementations que les négociateurs de ce traité considèrent comme autant d'entraves à la liberté du commerce. S'il venait à être adopté, le TTIP contraindrait les États membres de l'Union européenne à accepter l'importation des produits à bas coût de l'agrobusiness nord-américain, le bœuf aux hormones, carcasses de viande aspergées à l'acide lactique, volaille lavée à l'eau de javel, viande additionnée de chlorhydrate de ractopamine, OGM, animaux nourris avec des farines animales, produits comportant des pesticides et autres additifs toxiques dont l'utilisation est aujourd'hui interdite partout sur le vieux continent. Je comprends l'estime et même l'amitié que peuvent avoir les peuples d'ex-Union soviétique pour les Américains. Mais les bonnes relations que nous pouvons avoir avec les États-Unis ne doivent pas nous couper de ce partenaire aussi naturel et stratégique qu'est la Russie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le 19 janvier dernier, après Viktor Orban, ce fut au tour de votre Premier ministre, Madame Szydło, de se rendre à Strasbourg pour répondre aux accusations scandaleuses émises par Bruxelles. Après un débat houleux où l'on s'en est pris violemment à votre pays, je suis intervenu au nom de notre groupe de l'Europe des Nations et des Libertés pour remercier votre Premier ministre de nous montrer qu'une autre Europe est possible. Une Europe des nations souveraines, une Europe des peuples libres qui refusent de renoncer à ce qu'ils sont. Rencontre après rencontre, les dirigeants du groupe de Visegrad nous confortent dans cet espoir qu'une autre Europe précisément est possible. Lundi dernier à Prague, grande ville européenne s'il en est, Madame Szydło a fêté avec ses homologues hongrois, tchèques et slovaques le 25e anniversaire du groupe de Visegrad, une alliance scellée le 15 février 1991. À l'heure où notre continent doit relever l'immense défi que constitue le déferlement de millions de soi-disant réfugiés, alors que l'Union européenne ne cesse d'encourager ce flux continu d'immigration illégale, les dirigeants du V4 ont eu la bonne idée de convier leurs homologues de Bulgarie et de Macédoine. Alors que les autorités bulgares et macédoniennes demandent qu'on les aide à endiguer le torrent migratoire, l'Union européenne ne peut, ni surtout ne veut, protéger ses frontières extérieures. Voilà pourtant le principal enjeu aujourd'hui. En s'appuyant sur des ONG grassement subventionnées qui ont fait de la défense systématique des étrangers leur fonds de commerce, les eurocrates n'ont cessé d'encourager l'immigration légale comme illégale. Les opérations Mare Nostrum, Triton, mises en place par l'agence Frontex, qui est censée contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne sans aucun succès, ont constitué en réalité de véritables incitations à l'immigration clandestine, et la réalité de ce déferlement dépasse aujourd'hui largement la fiction imaginée par l'écrivain français Jean Raspail dans son prophétique Camp des Saints, un roman qui fut d'ailleurs traduit en polonais en 2005. Or, si les dirigeants du V4 s'attellent aujourd'hui à protéger leur pays de l'immigration massive et incontrôlée, c'est aussi qu'ils ont pu en mesurer les conséquences en Europe occidentale. Les troubles sociaux et économiques, bien sûr, mais aussi les fractures communautaires, l'insécurité généralisée, massive et désormais le terrorisme islamiste. Chers amis, à l'instar des dirigeants du V4, nous ne voulons plus de cette Europe passoire, de cette Europe qui empêche nos nations de se protéger, de cette Europe de technocrates non élus
qui ruinent nos économies et poussent nos industries à la faillite ou à la délocalisation. Nous ne voulons plus de ces eurocrates qui méprisent les identités de nos peuples et font la promotion d'idéologies mortifères. Non, leurs valeurs ne sont pas les nôtres. Leurs priorités ne sont pas les nôtres, car charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire par les siens. Oui, nous défendons les nôtres avant les autres. L'Europe, notre Europe, ce sont plusieurs centaines de millions d'Européens héritiers d'une civilisation plurimillénaire, une civilisation qui menace aujourd'hui d'être engloutie par un tsunami migratoire sans précédent. Or, c'est parce que nous sommes conscients de cet héritage civilisationnel que nous avons fait le choix de l'engagement politique. Car l'Europe, ce sont les temples grecs, les aqueducs et les théâtres romains, les chapelles romanes, les cathédrales gothiques, les palais Renaissance, les églises baroques, les châteaux classiques, les édifices Art Nouveau. L'Europe, c'est la gastronomie aussi, de l'huile et du beurre, du vin et de la bière, du pain et du fromage, du saucisson et du jambon. L'Europe, c'est la civilisation qui honore la femme, déesse, mère ou guerrière. L'Europe, c'est l'imaginaire celte et le mystère chrétien. C'est le Parthénon, Saint-Pierre de Rome, le Mont-Saint-Michel, le château du Wawel ou bien encore le Parlement de Budapest. Mais notre Europe, c'est aussi une Europe moderne, c'est aussi l'Europe d'Airbus et d'Arianespace, une Europe de coopération renforcée entre des nations voisines et amies, mais souveraines. Voilà l'Europe que nous aimons, l'Europe que nous voulons. Alors, merci au groupe de Visegrad de donner aux eurocrates cette belle leçon de démocratie et que vivent les peuples libres et fiers de notre vieux continent.